je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Cette semaine, je vais vous parler top et flop lecture, donc les derniers coups de cœur et surtout les derniers flops que j'ai pu lire ces derniers temps. Alors attention, je le répète, ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé un roman qu'il ne peut pas te plaire à toi. Voilà, c'est un avis complètement personnel qui n'engage que moi, mais j'ai quand même envie de partager ce que j'ai pensé de ces lectures parce que peut-être ça te donnera des idées pour toi, pour mettre sur ta wishlist ou dans ta pile à lire, ou peut-être que ça te découragera d'acheter certains livres si tu as un petit peu les mêmes goûts que moi. Si tu veux découvrir un petit peu plus en détail certaines de ces lectures, je t'invite à me suivre sur Instagram, je te mettrai là ou là le nom du compte pour pouvoir suivre chaque semaine le jeudi lecture qui est une chronique de ma lecture de la semaine. Donc il y a des livres que je vais te présenter ici dont j'ai déjà parlé dans ces chroniques là et qui potentiellement ça t'apportera des détails en fait sur ces lectures. Je vais commencer, je ne sais pas si je commence par les tops ou par les flops. Je pense que je vais faire en alternance des tops et des flops. Je vais commencer par un flop. Pour moi, La vie invisible d'Adi Larue. Donc là, ce que je te montre là, c'est l'édition de chez Titans Book. Donc il est en anglais, c'est une édition en hardback qui a été publiée cette année, une édition anniversaire. Elle est d'ailleurs signée en fait par l'autrice et elle a un bord de page tout décoré, donc je sais pas si vous verrez très bien. Voilà, une jolie jaquette métallisée. C'est une très belle édition et que je vais garder malgré le fait que je n'ai pas du tout aimé ce roman. La vie invisible d'Adi Larue, évidemment, ça parle d'Adi Larue qui est le personnage principal. On la suit en fait au fil des siècles puisque Adi est une jeune femme insoumise et qui n'a pas envie de se plier au code de son époque. Le début de l'histoire se passe au 18e. Elle ne va pas envie du tout ni de se marier, ni d'avoir des enfants, ni d'avoir une vie bien rangée. Adi va par inadvertance passer un pacte. C'est un petit peu un pacte avec le diable, c'est un petit peu comme dans le mythe de Faust, tout ça, je pense que vous connaissez l'histoire, toutes ces histoires et tous ces contes où on vend un petit peu son âme au diable. C'est un petit peu l'idée parce qu'elle dit qu'elle aimerait avoir une vie éternelle pour pouvoir faire plein d'expériences et vivre plein de choses au fil de sa vie. Et du coup, on lui offre l'immortalité, mais en contrepartie, personne ne se souviendra jamais d'Adi. Alors, sur le pitch global de l'histoire, c'est ça qui m'a séduit, c'est ça qui m'a donné envie de lire. J'en ai entendu parler sur des chaînes américaines, Booktube, et j'en ai entendu parler un petit peu partout. J'ai lu des chroniques, je l'ai vu passer sur Babelio. J'avais très envie de me faire mon propre avis. Je l'ai acheté, évidemment, j'ai acheté une très belle édition parce que j'aime les beaux livres et que j'avais envie de le lire en anglais. Donc, on suit Adi en 2014 pour toutes les parties contemporaines du roman. Donc c'est assez intéressant puisqu'on a des flashbacks sur les époques qu'elle a traversées, donc tous les siècles qu'elle a traversés jusque-là, et 2014, année charnière pour elle puisqu'elle va faire la rencontre de la seule personne au fil de sa vie qui se souvient d'elle. Donc parce qu'en fait, Adi, à chaque fois qu'elle rencontre un personnage, dès qu'elle sort de la pièce ou qu'elle sort de son champ de vision, elle est instantanément oubliée, elle ne marque pas les esprits, elle ne s'ancre pas dans les esprits des personnes qu'elle rencontre. Évidemment, Adi, au fil des siècles, va essayer de marquer son temps, de marquer son époque et les époques qu'elle traverse. Elle va se rapprocher d'artistes, elle va devenir muse, elle va essayer d'inspirer des musiciens, etc. Donc elle essaye quand même d'avoir une certaine prise au temps, mais qui souvent est déçue, et elle va tisser des relations complètement éphémères avec des gens tout au long de sa vie, jusqu'à ce qu'elle rencontre ce fameux personnage qui va se souvenir d'elle. Alors, le roman n'est pas foncièrement mauvais dans le sens où c'est une histoire intéressante, mais je pense qu'elle aurait mérité d'être beaucoup plus concise en fait. C'est un roman qui fait 700 pages et au bout déjà de 400 pages, il se passe pas grand chose en fait. C'est un roman qui est assez contemplatif parce que oui, elle se rapproche d'artistes, parce qu'elle a une vie un peu festive, parce qu'elle a... En fait, on dirait qu'elle vit sans se soucier de rien puisqu'il y a toujours un lendemain pour elle, donc en fait, elle vit dans une espèce d'insouciance, elle a cette envie de faire des expériences tout le temps, donc on la suit au fil du temps et on se dit ok, et donc... Alors oui, il y a une fin, oui, le roman finit par s'arrêter au bout d'un moment, mais je l'ai trouvé vraiment exceptionnellement long, exceptionnellement dense. Je sais pas comment vous dire ça autrement, mais j'ai trouvé que c'était un roman qui aurait mérité 300 pages de moins. Et honnêtement, quand on s'engage dans un roman en anglais et qu'on a une action aussi lente, dans un roman aussi long, c'est un petit peu compliqué à lire, et surtout la fin en fait, après 700 pages, on s'attend vraiment à autre chose. On aurait aimé une fin peut-être un peu plus tranchée, moi personnellement j'aurais aimé quelque chose de différent, et du coup c'est pas forcément un roman que je vous recommande, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, et
Et heureusement, parce que finalement, c'est ça aussi la lecture, c'est parfois de tomber sur des choses qu'on aime et puis des choses qu'on aime moins, mais il y a tellement de lecteurs qu'il y a forcément des gens qui l'ont aimé. Donc voilà, c'était La vie invisible d'Adi Larue, publié en France aux éditions Lumen, et moi j'ai l'édition de chez Titans Book. Lecture suivante. Malheureusement c'est un flop, je suis désolée, je vais te parler de Temps mort de Ariel Holzel, publié aux éditions Slalom. Si tu es abonné à cette chaîne, si tu as vu mes précédentes vidéos, tu sais, je t'ai présenté les éditions Slalom, j'ai récemment des romans engagés. Celui-là ne fait pas partie des romans engagés, mais fait partie des nouveautés des éditions Slalom. Il est sorti il y a quelques mois. Et honnêtement, ce n'est pas du tout un roman que j'ai aimé. Donc c'est un roman d'urban fantasy. On y suit Léo qui a 17 ans, qui est un jeune garçon qui a une maladie neurologique grave et qui est orphelin parce que ses parents sont décédés dans un accident. Il va donc être hébergé par son oncle, son grand-oncle Théobald, qui est un botaniste un peu loufoque, qui vit un petit peu en autarcie, reclus dans un manoir. Il s'était un peu coupé de la famille, donc il ne le connaît pas très bien, et il va se retrouver à habiter chez son grand-oncle, qui est vraiment un personnage très particulier. Il se trouve que le manoir dans lequel il vit il y a des choses qui se passent qui sont un petit peu étranges, des gens qui passent dans les miroirs, des bruits, des choses un petit peu inexplicables, et il va se rendre compte au fil des pages, on va se rendre compte qu'en fait, la maison de son oncle Théobald, qui est un peu particulière, est en fait un genre de portail qui protège le périmonde. Le périmonde est en fait une vision alternative de Paris, un monde parallèle, un espèce de Paris noir et sombre, et où il se passe évidemment des choses, on va dire, un peu mauvaises. On va dire que le mauvais côté de Paris c'est un monde miroir en fait. Le périmonde est un monde miroir où il se passe, c'est un peu comme un monde des enfers si vous voulez, c'est une partie un petit peu, c'est un Paris alternatif en fait, voilà. Donc on va le suivre dans ses aventures fantastiques. Ils vont se retrouver, lui et Théobald, donc son grand-oncle, coincés dans ce périmonde. Il va se passer tout un tas de choses en fait, et il va falloir qu'il se sorte de là et qu'il rétablisse un peu l'équilibre. Je n'ai pas du tout aimé ce roman, non pas parce que l'idée n'était pas bonne, parce que j'ai trouvé que c'était une idée super intéressante pour un roman d'urban fantasy. C'est plutôt bien écrit, la plume d'Ariel Holzel est quand même assez agréable, assez fluide, donc ça, de ce côté-là, j'ai rien à dire. Simplement, je me suis pas du tout attachée au personnage, que j'ai pas trouvé suffisamment développé et suffisamment attachant en fait. Je les ai trouvés assez... pas insipide, parce que je trouve que c'est un terme un peu fort, mais j'ai trouvé qu'il manquait un peu de caractère, et moi c'est pas le genre de personnage auquel je m'attache. J'ai vraiment besoin de m'attacher au personnage pour rentrer dans une histoire, et là vraiment j'ai eu du mal. Donc il y a ça qui fait que j'ai pas aimé, mais il y a aussi l'histoire que j'ai trouvé un petit peu trop, pas cousu de fil blanc, mais un petit peu trop simple, et je trouve que c'est une lecture vraiment, pour moi, trop adolescente, et pas dans le bon côté de ce que j'aime dans les romans adolescents. Donc du coup voilà, c'est pas vraiment mauvais, mais pour moi c'est un flop de lecture parce que je m'attendais à autre chose. En plus c'est un roman qui est très court, il fait moins de 300 pages, et honnêtement je trouve qu'il est pas assez étoffé. Pour moi c'est un roman où il y a de bonnes pistes et des choses qui sont à exploiter, mais qui n'est pas suffisamment dense, suffisamment étoffé pour que ce soit une histoire dans laquelle on a le temps en fait de rentrer. Donc pour moi c'est un petit peu trop expéditif, et du coup ça m'a pas trop plu. Je l'ai lu très vite, et c'est pas une lecture qui me marquera pour toute ma vie. Pour autant c'est pas foncièrement mauvais, mais pour moi c'est un flop, et c'est pas du tout un roman que j'ai aimé. Nouvelle lecture, nouveau coup de cœur, je vais te parler de Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer. Si tu me suis déjà sur Instagram, tu as déjà dû voir passer la chronique que j'ai faite de ce roman. Pour te parler un petit peu rapidement de l'histoire, ça se passe à Washington. On suit une jeune femme qui s'appelle Harper, et qui est une jeune femme avec un handicap. Un soir, alors qu'elle attend son frère sur un parking, elle est témoin d'un enlèvement. Elle va vouloir s'interposer et va être kidnappée à la place de la victime initiale. Harper va être emmenée dans un royaume qui est en fait un monde un peu parallèle. Elle va être emmenée au royaume de Amberfall, où vit un prince maudit qui règne sur un royaume. Ils sont condamnés par une malédiction à revivre éternellement l'automne, et chaque fin d'automne, le prince se transforme en un monstre sanguinaire qui vient manger ses sujets et détruire tout le royaume. Évidemment, en écoutant cette histoire, je pense que tu auras compris que c'est un genre de réécriture moderne du conte de La Belle et la Bête que j'adore, et j'ai énormément aimé ce roman qui est très très bien écrit, qui est
qui montre en fait un royaume et un univers extrêmement bien construit. Les personnages sont très attachants. Harper est une femme forte, une femme qui sait se battre, une femme qui a du courage, qui n'a peur de rien, qui surmonte les peurs qu'elle a pour faire toujours plus et toujours mieux. C'est une femme de caractère, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Le commandeur des armées, celui qui l'a kidnappé, est un personnage audacieux, un personnage séduisant dans sa façon d'être, il est très intelligent. Et le prince, évidemment, le prince maudit est un personnage très très mystérieux, qui est très séduisant aussi, très intelligent. J'ai énormément aimé les relations entre les personnages, j'ai énormément aimé le déroulé de l'intrigue qui est rapide, qui est rythmé. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de rebondissements, c'est bien écrit. À chaque fin de chapitre, on a envie de commencer le suivant. J'ai vraiment trouvé que c'était une lecture qui se faisait très vite, qui se faisait très bien. D'ailleurs, je l'ai lu d'une traite, en fait, il fait 700 pages, mais je l'ai lu d'une traite. Donc, il est publié chez Rajo. Et il est sorti cette année, donc il est encore complètement disponible dans les rayons de vos librairies. C'est vraiment une lecture que j'ai adorée et c'est le premier tome d'une trilogie puisque Brigitte Kemmerer a écrit une trilogie qui s'appelle la trilogie des Curse-Breakers et du coup ce roman, Un sorcier noir et éternel, est le premier tome d'une trilogie que pour ma part j'ai en anglais et que je vais m'empresser de lire. Voilà déjà pour ce coup de cœur, j'espère que ça t'aura donné envie de le lire si tu n'as pas encore découvert et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as lu et si tu l'as aimé. Lecture suivante, qui n'est ni vraiment un top ni vraiment un flop, mais il s'agit d'une duologie, c'est une duologie, une dystopie en fait, mais en 2 volumes, dont je vais vous parler de The Vanishing Girl de Laura Thalassa. Moi j'ai les éditions qui étaient initialement publiées chez Michel Lafon, mais je crois avoir vu que Amazon, la maison d'édition Amazon, donc les livres Amazon Basics, vous savez, les ont réédités, ou alors c'est l'inverse, peut-être que c'était à la base des ouvrages Amazon qui ont été rachetés, dont les droits ont été rachetés par Michel Lafon, je ne saurais pas trop vous dire, à vérifier, mais en tout cas moi j'ai les éditions publiées chez Michel Lafon. Donc en fait ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Amber, et qui a un étrange pouvoir, c'est que au moment où elle s'endort, en fait, chaque nuit, elle peut se téléporter quelque part. Donc on suit du coup cette jeune femme un petit peu au début dans son quotidien, dans le premier volume, et en fait on se rend compte que elle a été... en fait, ses parents avaient du mal à avoir des enfants et du coup ils ont participé à un programme de procréation organisé par leur gouvernement et il se trouve qu'en fait Amber est quelque part un super soldat, fait partie en fait d'un programme qui crée des super soldats avec des pouvoirs de type téléportation et autres, et du coup le gouvernement vient la chercher pour la récupérer et utiliser son pouvoir un petit peu comme une arme. Donc on va suivre Amber qui va être emmenée dans un centre d'entraînement où elle va rencontrer d'autres personnes comme elle qui ont aussi été conçus et génétiquement modifiés pour devenir un peu de super soldats au service du gouvernement et pas toujours pour faire des choses on va dire des choses très très sympathiques. Donc en fait, voilà, ça s'étend de 2 tomes et on suit du coup les aventures de Amber qui évidemment, c'est une dystopie, va essayer de se rebeller et va essayer de faire tomber ce système gouvernemental et cette antenne d'élite de super soldats. Alors, dit comme ça, je vous avoue qu'on est clairement sur un pitch de dystopie, ça n'a pas révolutionné le genre, ça n'a pas révolutionné non plus rien du tout en fait. C'est pas un roman, c'est pas un roman qui va vous faire aimer la dystopie si vous n'aimez pas ça. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de nouveau, c'est pas quelque chose de transcendant non plus, mais ça se lit super bien en fait. C'est assez bien conduit, il y a un petit peu de romance pour les romantiques, c'est pas franchement très bien écrit. Alors après moi je l'ai lu en traduction donc voilà, c'est pas hyper bien écrit, mais c'est pas... En fait c'est écrit de manière très simple, voilà, je pense qu'en anglais ça doit être un anglais très simple aussi. C'est pas de la grande littérature, mais ça se lit bien si vous aimez les histoires dystopiques qui se passent voilà, dans un monde un petit peu, sur une société un petit peu alternative, où il y a des complots gouvernementaux, où il y a des personnes qui ont des compétences un peu surnaturelles. Si je devais le classer, c'est un petit peu entre divergent, il y a un petit côté divergent, et ça m'a beaucoup fait penser en fait à la duologie d'Anouk Filippini 2105. C'est un petit peu le même genre, en fait c'est des pouvoirs un petit peu surnaturels et qui sont utilisés par des gouvernements et par des gens haut placés pour s'en servir comme une arme. Donc en fait, à choisir si vous devez lire une dystopie de ce genre, je vous recommande plutôt la duologie d'Anouk Filippini.
2105, donc c'est pas vraiment un top, c'est pas vraiment, je l'ai pas vraiment adoré, mais j'ai pas non plus détesté, j'ai trouvé que ça se lisait bien, que c'est plutôt abordable, donc si vous commencez à lire des dystopies, je pense que ça peut être un livre qui, somme toute, peut vous aider à commencer dans ce genre-là, même si pour moi il y a sur le marché beaucoup mieux que cette biologie de Laura Thalassa. Lecture suivante, c'est un flop complet. J'en ai parlé très récemment sur Instagram dans mes IGTV. Je vous parle évidemment du Dévoreur de souvenirs de Kiyoya Origami, publié aux éditions Delcourt Tonkam. Pour moi, ce roman est un vrai flop. De 1, parce que ce n'est pas un roman à part entière, il s'agit d'un light novel. Donc c'est une histoire qui a été adaptée sous plusieurs formes, y compris sous forme de manga. Le manga est d'ailleurs en 2 volumes, je te mettrai juste ici un visuel des couvertures du manga, mais je t'invite vivement à te procurer le manga si l'histoire dont je vais te parler tout de suite t'attire, parce que clairement sous son format light novel ça ne va pas du tout. Alors l'histoire, on suit Ryoshi qui est très amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Kyoko. Kyoko a une phobie, elle a très peur de rentrer chez elle seule le soir. Et comme Ryoshi est très amoureux d'elle et qu'il a envie de sortir avec elle, de faire des choses avec elle, de l'emmener au cinéma, etc., il essaye de l'aider à surmonter cette peur. De son côté, Ryoshi s'intéresse énormément aux légendes urbaines et il entend parler de la légende du Kyokuya qui serait une personne ou une créature capable d'effacer les souvenirs. Entre-temps, Kyoko, la fille dont il est amoureux, perd la mémoire et oublie du coup en même temps Ryoshi. Donc il suppose qu'elle a fait appel au Kyokuya pour effacer sa mémoire. Le truc, c'est que autour de lui, beaucoup de personnes perdent subitement la mémoire et il décide donc de mener une enquête pour savoir qui est le Kyokuya, comment ça se passe, pourquoi ces gens perdent tous la mémoire les uns après les autres et ce qui le motive à effacer la mémoire de ses victimes. Donc en gros, on suit Ryoshi dans son enquête. J'ai pas vraiment aimé l'histoire parce que je trouve que c'est construit d'une manière assez peu cohérente. Les personnages qui gravitent autour du personnage principal débarquent de nulle part. On parle de personnages qui ont vu leur mémoire être effacée par le Kyokuya, mais on les connaît pas, ils n'ont pas forcément vraiment de lien avec l'histoire. Il y a beaucoup de personnages satellites qui sont finalement pas vraiment liés à l'histoire de base. On perd de vue l'objectif initial qui était d'aider son amoureuse, puisque au final, au final, on n'en parle presque plus après, c'était un peu un prétexte pour l'enquête, mais quelque part, moi c'était ce qui m'intéressait de savoir, c'était de savoir si ça allait faire lien avec cette situation initiale, et en fait la fin, on perd complètement de vue l'objectif de départ qui était d'aider cette jeune femme. Donc vraiment, j'ai pas du tout aimé ni la façon dont c'était écrit, ni la façon dont c'était conduit dans le roman, donc j'ai pas vraiment envie de vous en recommander la lecture parce que ça m'a énormément déçue. Pourtant la 4e de couverture était très prometteuse et c'est, je pense, ce qui m'a motivée à l'acheter. Je vous remontre la couverture donc, du Dévoreur de souvenirs de Kiyoya Origami, publié aux éditions Delcourt Tonkam. C'est un light novel qui est autour de 14 €. Il est sorti très récemment. C'est une sortie d'octobre 2021, donc vraiment très récemment, mais vraiment ça m'a beaucoup déçue et j'ai trouvé que la narration n'était pas spécialement cohérente, l'intrigue n'est pas spécialement cohérente non plus, et la fin c'est tellement tiré par les cheveux et finalement tellement inintéressant par rapport à tout ce qui s'est fait dans l'histoire que c'était une grosse déception. Donc pour moi, Le Dévoreur de souvenirs, c'est vraiment un flop lecture absolu. Dernière lecture de cette sélection et de ce petit top flop lecture, je vais te parler de Grisha de Lee Bardugo, publié aux éditions Milan. Si tu t'intéresses à cet ouvrage, à cette saga, je t'invite vivement à regarder les couvertures que je vais te mettre juste là, parce que l'édition que j'ai est une ancienne édition et du coup les couvertures ont récemment été refaites et remaquettées par les éditions Milan, donc du coup les nouvelles éditions ressemblent à ça et non plus à ce que j'ai là. Grisha, c'est une saga, une trilogie, on va plutôt dire une trilogie. Grisha, c'est une trilogie du coup de fantasy plutôt un peu russe, on va dire. Dans le style, c'est de la fantasy un peu russe. Les personnages ont des noms à consonance plutôt slave. On est dans des royaumes pareils dont les noms sont un peu slaves. On est vraiment sur une fantasy un peu russe. Voilà. Pour le décor. Grisha, ça raconte l'histoire d'un monde qui est un peu envahi par les ténèbres et d'un royaume
qui est divisé en plusieurs petites villes, on va dire ça, ou plusieurs petits villages, et ces villages sont séparés par une zone d'ombre qui s'appelle le Shadowfold. Et dans le Shadowfold se trouvent des créatures assez terrifiantes qui viennent tuer les personnes qui essayent de traverser cette zone d'ombre, cette zone un peu brumeuse, un peu terrifiante. Évidemment, cette société, ce monde est gouverné et régi par une élite magique qui est un ensemble, enfin pas un corps d'armée, mais disons un ensemble de mages et de magiciens qui s'appellent les Grisha. On suit dans ce roman un personnage principal féminin qui s'appelle Alina Starkov, qui est cartographe pour l'armée de ce royaume et qui, un jour où il y a une opération qui est menée et qui vise à traverser le Shadowfold, en fait se rend compte pour essayer de protéger un de ses amis qu'elle a des pouvoirs magiques et que potentiellement elle est une Grisha. Donc elle va être emmenée de force au royaume pour être formée comme Grisha, pour apprendre à se servir de ses pouvoirs, pour apprendre à se servir, pour apprendre tous les rudiments de savoir magique et pour pouvoir à son tour faire partie de l'élite. Évidemment, c'est un livre où tout ne va pas, c'est une histoire où tout ne va pas se passer comme prévu, puisque Alina va se rebeller, elle ne va pas vouloir être une Grisha quand elle va comprendre que certains sont mal intentionnés et ont l'intention d'utiliser son pouvoir comme une arme, parce qu'elle est invocatrice de lumière, donc elle a un pouvoir très spécifique, elle est la seule à avoir ce pouvoir et apparemment elle est la solution, elle est la sauveuse et du coup elle est un peu prise comme un miracle en fait, elle est considérée comme celle qui va tous les sauver et elle se rend compte que son pouvoir peut être une arme, peut être mal utilisé et elle va essayer du coup de se rebeller et de protéger son royaume. Grisha c'est vraiment très prenant, c'est super bien écrit, Leigh Bardugo a une plume très agréable en fait. Elle arrive à décrire ces univers d'une manière tellement belle, tellement bien faite que du coup on est immergé tout de suite dans son monde, dans son imagination. J'ai beaucoup aimé Grisha, donc là j'attends la suite en fait qui est déjà sortie mais que j'ai acheté récemment et que je vais recevoir bientôt pour pouvoir continuer cette trilogie parce que j'ai vraiment hâte de retrouver ce personnage et de voir ce qui va lui arriver. Évidemment, il y a de l'aventure, il y a de l'amour, il y a de la magie. C'est un livre de fantasy, donc il y a aussi des complots, il y a aussi un peu de politique. C'est vraiment super intéressant, j'ai adoré Grisha. Et si vous avez déjà lu Grisha et que vous avez envie de retrouver des personnages dans cet univers-là, dans le Grishaverse, donc dans l'univers de Grisha, vous pouvez aussi lire Six of Crows qui est sorti très récemment aussi, enfin qui a été traduit très récemment de la même autrice. Donc voilà, Grisha c'était vraiment un de mes coups de cœur du moment et je suis ravie de partager ça avec vous aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur Grisha, sur mon avis, sur ce que j'en ai pensé, je vous invite à me suivre sur Instagram, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Voilà pour cette vidéo, je vais arrêter de vous saper le moral avec mes flops, voilà. Et pour les tops, c'est vrai que dans cette vidéo il n'y en a pas énormément, mais quand même, voilà, sur les dernières lectures, il y a quand même quelques coups de cœur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si récemment vous avez eu des flops ou des top lectures et à me les recommander dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Pareil, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu parce que ça coûte rien, que ça fait plaisir et que ça soutient mon travail. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.